Salut à tous. Lotto Destiny épisode 4. Je vous propose ici la suite de cette carrière sur PCM où on va franchement rentrer dans du très copieux. Gant-Wevelgem Game à travers la Flandre, Tour des Flandres, Pays Basque, Paris-Roubaix, avec aussi d'autres sujets abordés comme le sponsoring, voire même certaines possibilités de transfert. Nous sommes à un moment charnière de la saison. Arnaud Delis avait bien marché au mois de mars, après deux jolies deuxièmes places sur Het Nieuwsblad et Kuurne. Et c'est maintenant un moment de vérité. Un moment de vérité pour venir agrémenter encore une saison sur laquelle cette victoire à Milan-San Remo est déjà synonyme de réussite, en vérité. La préparation est bonne, même si un peu de fatigue est apparue. Ça m'amènera à prendre une petite décision un peu plus loin. Pour l'autre espoir de cette équipe, et bel espoir encore, Van Aert, on voit que lui, il va chercher ses petites victoires. Il n'y a pas non plus, on casse pas trois pattes à un canard, mais on gagne nos petites étapes ici ou là, Paris-Nice, Tour de Catalogne, et on le retrouvera sur le Pays Basque. Pays Basque, donc ça c'était sur le Tour de Catalogne, la 8e étape, celle qui arrive à Barcelone, où après un énorme travail de Thomas de Gent, Van Aert s'était imposé. Oui, on va le retrouver sur Tour de Catalogne. Je lui ai mis des objectifs qui sont ardennais. Voilà, je vous avoue que peut-être je pensais à la flèche wallonne. En tout cas, il monte en puissance et on le verra s'illustrer ou pas sur le Tour du Pays Basque dans quelques dizaines de minutes. Ensuite, l'autre phénomène pour moi, après attention, Delis et Van Aert ne sont pas les deux seuls à pouvoir nous donner du plaisir avec cette équipe. Vous voyez un petit peu le planning là à venir pour ce mois d'avril. Certains rentrent en préparation du Giro dans très peu de temps. Giro sur lequel on aura quand même des ambitions très mesurées, mais tout de même. Et puis, il y a quand même ces Ardennaises à jouer sérieusement dès qu'on aura terminé le Tour du Pays Basque. Bon, on aura eu beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts d'ici là. Van Gils est aussi atteint par une légère fatigue. Troisième homme sur lequel je zoome. Et on voit qu'on est bien dans les temps pour avoir un pic au minimum en fin de Pays Basque, voire à l'Amstel Gold Race. Avec Van Gils, je vous avoue que ce que je vise peut-être, c'est Liège. Sans surprise aucune. Ça, c'était sa jolie victoire sur Tirreno, la seule de cette saison pour Maxime Van Gils. Et voilà, donc c'est pas grave. Lui, il ira sur le Tour de France. Il aura une belle carte à jouer là-bas. Van Aert également, Arnaud Delis aussi. Allez, terminé de présenter les choses. Gant-Wevelgem Game. On sort d'une performance assez incroyable sur le GP de l'E3, la E3 Saxo classique, avec cette victoire complètement surprenante pour Pascal Eenkhoorn. Et la question ici, c'est peut-on reproduire l'exploit avec Eenkhoorn ou avec quelqu'un d'autre, ou bien sera-t-on rattrapé par la réalité de Van Aert, de Pedersen, de Jesper Philipsen? On voit que Mathieu Van Der Poel a fait l'impasse. Rassurez-vous, il sera là au Tour des Flandres. Et après, ce Gant-Wevelgem Game est toujours une course, moi, que je trouve très agréable à jouer. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais 8 sur 10, avec un petit 10 sur 10 pour le Tour des Flandres, et également pour Paris-Roubaix. Mais peut-être que Paris-Roubaix, on le verra tout à l'heure, je ne l'ai pas joué au moment où je vous parle, donc je risque pas de spoiler quoi que ce soit. Paris-Roubaix, c'est encore différent. On peut parfois être surpris par le manque de sélection, j'espère ne pas avoir cela après. Alors que sur Gant-Wevelgem Game, avec a fortiori les zones de vent, mais aussi ces 3 passages au Mont Kemmel, 2 dans un sens et 1 dans l'autre, on a un écrémage qui se fait. La course est très nerveuse sur la fin. Donc c'est toujours très excitant.
à jouer. Vous voyez, regardez, les zones devant ont déjà fait leur effet. Il n'y a plus qu'une quarantaine de coureurs dans le groupe dit peloton. Et encore, on n'est pas fini, on n'est pas sorti de la zone devant. Il faut encore passer au Mont Kemmel. Donc voilà, c'est assez intéressant. J'avais peut-être dit une bêtise, moi, avec mon Kemmelberg. Peut-être que sur ce Gand-Wevelgem là, on n'y passe qu'une seule fois. Je vous laisse me reprendre avec plaisir dans les commentaires. Allez, c'est parti. Kemmelberg, non, moi c'est bien ce que j'ai... Bon bref, on s'en fiche. Mais j'ai bien l'impression qu'on y passe 3 fois. Là, c'est la deuxième fois qu'on passe dans ce sens-là. Et puis tout à l'heure, on y passera dans l'autre sens. L'écrémage continue. Hein. Il y a une vraie différence qui s'est faite, là. Une grosse vingtaine. Moi, je décide d'appuyer, hein, évidemment, avec Jesper de Beust. Hein. On va demander également à Campenarts, peut-être de durcir encore les choses quand de Beust aura terminé. Il est dans mon intérêt de durcir la course sur Gand-Wevelgem parce que j'ai Arnaud Delis, même s'il n'est qu'à +2 et qu'il souffre plus que ne peut souffrir Florian Vermeersch, j'ai quand même envie de jouer la carte pour Arnaud. Donc Victor, voilà, durcit la course encore une fois dans ce dernier passage au Kemmelberg. Et on est parti, il y a plus beaucoup de gens, mais vous rassurez-vous, les meilleurs sont là. Mats Pedersen est là aussi. Hein. Il y a pas mal d'adversité. Il y a un moment où il va falloir savoir prendre des roues. Donc par exemple, il y en a un qui prend Pedersen, c'est Arnaud Delis. Et Florian Vermeersch, on pourrait par exemple lui demander bientôt de prendre la bonne roue, alors que vous voyez que ça attaque déjà. On avait Ivan Garcia à Cortina, on a vu Pedersen accélérer. Ils ne sont pas les seuls. Voilà, j'ai mis Florian Vermeersch dans la roue de Wout van Aert. Je me suis dit que Florian était capable, alors qu'on voit que Pedersen relance. Oh Pedersen, il m'a épuisé, Nono. Il m'a épuisé, Arnaud Delis, qui a toutes les peines du monde à reprendre son souffle et qui souffre énormément. 11 coureurs, bientôt moins, vous allez voir ça. Attaque de Van Aert, contre-attaque de Asgreen, Narvaez. Waouh, ça a eu raison de mon Arnaud national. J'en suis peiné. Et Pedersen qui va peut-être tenir le coup. Sauf si Wout van Aert travaille pour faire perdre le Danois. Et nous, on est calé dans la bonne roue. On a juste à accélérer ici. Kasper Asgreen qui nous dépasse. Garcia Cortina surtout, qui vient comme ça s'imposer. Waouh, un opportuniste. Il était caché, le bougre. Il est dans notre aspiration. Et on peut dire qu'on lui a littéralement permis d'aller s'imposer de manière super opportuniste et magnifique. Bref, vous le savez, j'aime bien Ivan Garcia Cortina et sa victoire, elle ne me dérange pas, au contraire. J'aime bien cette victoire complètement imprévisible, au nez à la barbe des favoris. Et 3e place pour Florian Vermeersch. Et puis les deux plus forts, en tout cas ceux qui pouvaient être présentés comme tels, ont été battus, avec aussi la nette contre-performance de Philipsen, pour lequel ça n'a pas été en mesure d'aller jusqu'au bout et disputer le sprint. Peut-être à travers la Flandre, sait-on jamais. Moi, en tout cas, ce que je remarque ici, c'est que Arnaud Delis semble touché. Vous voyez, la fatigue s'intensifie malheureusement. Il en est de même pour un équipier très important tout de même dans cette équipe-là sur les Flandriennes, Jesper de Beust. Et donc, je vais décider, un peu la mort dans l'âme, mais de les mettre au repos. On va les reposer avant le Tour des Flandres, et on va donc leur faire sauter cette étape-là, qui était le passage à travers la Flandre. Demander finalement au pied levé comme ça à Victor Campenarts d'assurer l'intérim, et Bergmoes pour venir
compléter. Il aura un rôle d'équipier, porte-bidon et protecteur, Bergmoes, mais en revanche, Campenhart, sait-on jamais. S'il y a une opportunité, Victor, il est toujours là. Le parcours de à travers la Flandre est moins sélectif que ne l'est Gand-Wevelgem, sur lequel les zones de vent ont été un petit peu exploitées, surtout par Ineos. Je parlais d'autre chose à ce moment-là, donc je n'ai pas pointé du doigt. Mais c'est quand même moins sélectif ici. Moins sélectif, moins difficile. Et puis, peut-être aussi avec des équipes un petit peu moins fortes. C'est-à-dire que les meilleures équipes sont présentes. Pour autant, est-ce qu'elles jouent de manière aussi agressive que sur le Tour des Flandres ou sur Gand-Wevelgem? Pas nécessairement, en fait. Voilà. Ainsi, la Visma Leasebike de Wout van Aert est clairement là pour contrôler. On pourra citer également la toujours très active Ineos, mais aussi la Lidl Trek de Pedersen, sans oublier, Mathieu Van Der Poel n'est pas là, mais Alpecin de Koenig a quand même des petites idées à des moments derrière la tête. Elle participe en tout cas à ce que le peloton ne laisse pas trop de champ à ses échappés, qui sont 4. Vous avez vu Wout van Aert un petit peu en train de reprendre sa place, voilà. Et puis, tout doucettement, on se rapproche du final. Il n'y a pas de vieux Quarmont, il n'y a pas de Paterberg, il n'y a pas même pas de vieux Kreuzberg et que sais-je, ou de Kemmelberg. On est ici sur une course plus calme, peut-être propice à une attaque de loin pour quelqu'un comme Dylan Van Baarle ou Campenhart, sait-on jamais. En tout cas, c'était pas une idée que j'avais réfutée à l'avance. Il faut simplement trouver le bon moment pour tenter cette chance-là. Donc, c'est toujours facile, entre guillemets, de se positionner tous derrière Florian Vermeersch en se disant que lui, c'est une carte très très sérieuse et qu'il est capable peut-être de partir dans un groupe de 2 ou 3. Mais l'opportunité, vous voyez, je ne l'ai jamais réellement eue sur ce Dwars der Vlaanderen, avec ici, vous voyez, Pedersen qui prend sa chance. J'essaie de contrôler un peu avec Beulens, mais c'est pas évident. Et tout de même, voilà, on essaie d'éteindre les velléités. Voilà, le prochain passage, ce sera la ligne d'arrivée. Ici, Vermeersch calé dans la roue du très offensif Mats Pedersen s'est débrouillé. Et je me dis à un moment donné que c'est quand même regrettable de ne pas avoir tenté ma chance. Alors Van Moer a carte blanche aujourd'hui. Il n'est pas équipier, il est électron libre si vous voulez dans ma tête. Et sait-on jamais, Brent Van Moer peut comme ça aller convertir ici en costaud cette petite dizaine ou quinzaine de secondes d'avance. Ouais, sauf que non, ça va se relever et on va devoir lancer. Allez, c'est parti. Campenhart, qui n'a jamais eu le spot, pour Eenkhoorn qui accélère et qui va cette fois-ci préparer le terrain pour Florian Vermeersch. Aïe aïe aïe, on est battu. On est battu sur un sprint relativement massif et avec surtout le meilleur sprinter de tous ces hommes-là, Philipsen, qui s'impose devant Van Aert. On vient comme ça chercher une 3e place, un petit peu comme à Gand-Wevelgem, mais pas avec les mêmes coureurs devant nous. C'est donc... Moi, je suis pas déçu, en fait, de cette 3e place. Je la trouve plutôt jolie, d'autant plus que je n'ai jamais eu vraiment, je vous le disais, le spot pour pouvoir tenter quoi que ce soit de réellement sérieux. Même avec Vermeersch, on n'aurait pu ne pas attendre l'arrivée. Ni Eenkhoorn, ni Campenhart, voilà, j'ai jamais eu vraiment le spot. Évidemment qu'on peut avoir des gros regrets de ne pas avoir emmené Arnaud Delis. Mais là, c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix de ma part. Petite séquence émotion juste après avec Thomas de Gendt qui prend sa retraite à la fin de saison. À 37 ans, le formidable coureur baroudeur
Thomas de Gendt tirera sa révérence. Je vous le montrerai sur le Giro. Je l'ai programmé pour essayer d'aller peut-être chercher une étape sur le Tour d'Italie. Et eh bien, on y est. 31 mars, c'est le Tour des Flandres. Et c'est le gros pavé, sans jeu de mots, de cette vidéo. Le gros pavé, peut-être en attendant un plus gros pavé encore du côté de Paris-Roubaix, mais là vraiment, on y va avec des vraies aspirations. Et vous allez voir que la course va être animée. Elle va être animée un peu par nous, mais aussi par Lia, Van der Poel, Van Aert, Pedersen. On ne change pas les favoris. Poggi n'est pas là. Lia n'a pas encore réussi à s'adapter le jeu au fait que Pogačar était capable d'aller chasser un Tour des Flandres. Mais en revanche, les trois autres monstres sont bel et bien présents. J'essaye de prendre l'échappée. Voilà. Très intéressant pour moi, la thématique de la prise d'échappée sur ce type de course. En fait, j'ai essayé avec Brent Van Moer de nouveau, qui est en belle forme, et je me dis que Victor Campenaerts pourrait profiter peut-être de quelque chose sur ce Tour des Flandres, nous faire une échappée de 200 bornes et aller au bout, sait-on jamais. En tout cas, c'est sorti. C'est sorti à 4, même si là, Moscon et Campenaerts ont encore un petit trou, voilà, à combler sur Bax et Herzog de la Bora. Il y a 4 autres coureurs qui essaient de sortir. Est-ce toléré par le peloton? Regardez. Toujours intéressant ça. On voit qu'ici ça roule énormément. 2 facteurs peuvent inciter l'IA à rouler. Soit tout simplement une équipe non représentée à l'avant, alors qu'on voit qu'après l'échappée va être validée. L'échappée validée quelques kilomètres plus loin, mais ça a quand même résisté dans un premier temps. Donc soit le peloton refuse parce que certaines équipes ne sont pas représentées et roulent, ce qui est le plus logique du monde, soit tout simplement les échappés sont trop nombreux, voire trop dangereux. Voilà des choses qui peuvent arriver. Toujours est-il que désormais, on se retrouve avec carte blanche pour les 8 hommes en 4 et 4, mais on ne doute pas du retour imminent de Schreling, Van Lerberg, Capio et Wisniewski, je crois. Sur les 4 de devant, voilà, ça s'est reconstitué à 8, vous voyez un petit peu plus loin. Le peloton a vraiment dit « Ok, allez-y les mecs », et on tutoie les 6 minutes d'avance avec ces 8 hommes. Et si Campenaerts le faisait? Sait-on jamais. Premier passage très 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 loin, 130 bornes de la ligne d'arrivée, donc c'est pas d'actualité. Premier passage au Vieux Quarmont, il y en aura 3 en tout. On se place simplement avec Arnaud Delis, on se place avec Florent Vermeersch, mais on n'a pas besoin d'aller non plus faire trop d'efforts. Vous voyez, je coupe l'effort à cet endroit-là. On voit que Romain Grégoire produit. Ça, c'est clairement pour Stefan Kung que Romain Grégoire accepte de faire l'équipier sur ce Tour des Flandres. Devant, après évidemment, avec les kilomètres qui passent, l'avance a quand même tendance à diminuer. Le groupe constitué de Campenaerts, Moscon et compagnie ne s'entend pas très bien, faut quand même le dire. Il y en a régulièrement qui ne roulent pas, il y en a d'autres, comme ici Gianni Moscon à l'image, qui tentent leur chance, cherchent à se débarrasser de certains compagnons d'échappée. Voilà, on n'est pas dans une entente parfaite ici. C'est bien dommage parce que le peloton est maintenant à moins de 4 minutes et maintenant même à 80 km de l'arrivée à moins de 3 minutes, vous l'avez compris. Les hostilités sont lancées. Tim Wellens est sorti avec Dylan Van Baarle à 80 bornes de l'arrivée. Dylan Van Baarle, c'est un gros client sur le Tour des Flandres. Donc, waouh, j'ai envie de dire, si c'est lancé d'aussi loin, ça promet. En fait, c'est le cas. Regardez, hop, il y en a d'autres qui se disent « Ah c'est le bon filon ». Logique, Van Baarle est sorti, donc la Visma s'arrête de rouler. Et Stuyven et plusieurs autres ont décidé d'essayer d'en profiter.
Sénéchal, Morgado, Filippo Ganna, Jesper Stuyven. Voilà, c'est un bon coup ça. Hein. C'est un bon coup de contre-attaque. Après, attention, hein, c'est pas parce que la Visma ne roule plus que d'autres ne roulent pas. En l'occurrence, vous voyez Matthews ici qui essaie de sortir avec Lascano. Movistar n'était pas représenté à l'avant, donc pas mal. Matthews non plus pour la Jayco Alula. Et mais écoutez, tout ça sans le roussi pour Campenarts et ses compagnons d'échappée, car le groupe de derrière est en train de revenir. Eh bien non. À un moment donné, je ne sais pas, ça ne s'entend plus. Le peloton les reprend. Et seul Morgado, Fedorov, Walscheid vont essayer de quand même contre-attaquer. Filippo Ganna, cette fois-ci, est resté dans le groupe des favoris. Vous voyez qu'un peu plus loin, au moment du passage, deuxième passage au vieux Quarmont, Morgado, qui est très dangereux. Hein. Morgado, belle note, hein, très très belle note, a réussi à rentrer sur le groupe Campenarts, Moscon, notamment. Moi, je vais durcir un peu quand même hein, dans ce passage, parce qu'il s'agirait de garder nos chances ici, regardez. Garder nos chances d'aller plus loin avec cette échappée. Hein. Campenarts, Moscon, un petit peu d'avance sur Bax, notamment, qui roule, sûrement pour Morgado. Ici, on se positionne, là encore. Alors, pourquoi je mets tout le monde en file indienne ? Je le dis. C'est parce qu'Arnaud Delis ne suit pas bien dans les pavés. Je l'ai vu au GPE3. Il ne suit pas bien dans le vieux Quarmont. Et il a tendance à perdre des positions. Donc j'ai fait le choix de le mettre dans la roue, mais du coup je ne peux pas le protéger. Voilà, c'est pour ça que je fais suivre, tout le monde suit Florian Vermeersch. Pourquoi ? Parce que rétrograder un peu en montagne, c'est pas très grave parfois. En revanche, rétrograder dans un secteur pavé montant, ça peut tout simplement faire une cassure. Et puis après, on retrouve jamais la tête. Voilà. On revient jamais là où il faut. Donc je me méfie énormément de cela. Van Aert qui fait pipi, hop là, ça fait du bien. Et qui repart. Vous allez voir que Van Aert va avoir un petit malheur un petit peu plus loin. Sachant qu'on a un petit peu mangé une cassure quand même. Hein. Dans le Paterberg, on a pris assez cher. Hein. On n'était pas bien placé, on s'est un peu fait bloquer. Ouais, le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Mais le mal est réparé, je dirais. Puisqu'on est maintenant de nouveau au contact des meilleurs. Vous voyez, ce qui roule, c'est essentiellement Ineos, ici. Car l'échappée à l'avant, allez Victor. Victor qui essaie d'accélérer, mais c'est pas évident. Hein. Puis il y a d'autres coureurs de très grande valeur. Désormais, Van Baarle a réussi à intégrer le groupe à l'avant. Hein. Donc là, on est en belle compagnie. Hein. Fedorov, Matthews, c'est Degenkolb, Lascano, voilà, Dylan Teuns. C'est plus la même adversité que dans l'échappée du départ. Hein. Mais encore échappé, l'ami Campenarts. Il en est à 200 bornes d'échappée. Il n'est pas le seul. Mais il en est déjà à 200 bornes, puisqu'ils sont sortis, je crois, à 245 de l'arrivée. Et vous voyez derrière, ça continue à s'employer, ça casse. Le groupe de poursuivants n'est plus emmené que par les Ineos, et un peu nous, je l'avoue, parce que je n'ai aucune confiance en Campenarts face à Dylan Van Baarle, là, on est d'accord ? Donc je me dis qu'il faut un petit peu rouler. J'ai aussi à ce moment-là un petit problème de ravitaillement. Il va être réglé sous peu, mais avec la nervosité de la course, les relances incessantes et surtout les cassures, j'ai jamais réellement trouvé le spot, mais on va le trouver à ce moment-là, pour ravitailler. Lascano s'est fait décrocher, comme 4 autres qu'on a vus juste avant. Le groupe à l'avant n'est plus constitué que de 18 coureurs, mais c'est Van Baarle qui roule. Hein. Van Baarle roule très très fort. Avec Dylan Van Baarle en locomotive, ça peut aller loin. Vous voyez ici, voilà, je vais enfin trouver le spot avec Jasper de Beust pour ravitailler. Et on revient à l'avant pour le vieux Kreuzberg. Attention, c'est piégeux. Parfois, certaines offensives partent de là. Donc, on essaye de s'économiser, mais on essaye quand même de regarder ce qui se produit. On voit que Van Baarle ne choisit pas cet endroit-là pour attaquer. Derrière, toujours la FDJ,
même la De Koning, Alpecin De Koning et Ineos qui roulent. On est positionné, on essaie de pas se consommer. Et là, ça va encore être le lieu d'une relance, d'une attaque pour certains. L'échappée et semble un peu vouée à l'échec. Ici, vous le voyez, il n'y a plus qu'une grosse trentaine de secondes. La jonction devrait, s'opérer. Je vais demander à ce moment-là à Van Moer d'aller rouler devant pour essayer de limiter l'impact de nombreuses attaques qu'on voit immédiatement le regroupement effectué. Et on notera l'excellent comportement de tout le monde, y compris Livins, y compris De Beust, y compris les protecteurs, Van Moer. Tout le monde est encore là, c'est excellent. Très très belle équipe. Allez, maintenant tu rentres en protection, Van Moer, et on va essayer avec Vermeersch de bien se positionner dans ce vieux Quarmont. Très peu d'avance pour certains coureurs. Ça accélère ici du côté d'Alpecin De Koning, mais ce n'est pas Van der Poel, donc ça va. Derrière, vous l'avez peut-être vu, crevaison. Il y avait une crevaison de Wout van Aert et de Valentin Madouas, me semble-t-il. Toujours est-il qu'on est bien en tête. On a 24 coureurs. Attaque de Kung, suivi par Ganna et, me semble-t-il, Nispolit. Allez, il faut absolument dans le Paterberg réagir là, se positionner à l'avant, s'accrocher à Narvaez, s'accrocher à Kung, s'accrocher à tout le monde, à Moric. Tiens, Moric, c'est vrai qu'il est très capable de bien figurer. Oh là là, il y a eu un trou qui s'est fait. Dans le Paterberg, il y a eu 7 hommes qui sont sortis, dont 2 des nôtres. Je vais demander à Eenkhoorn de prendre la roue de Kung, et on va naturellement demander à Vermeersch de prendre celle de Van der Poel, alors qu'on voit Mads Pedersen qui tente de revenir, mais qui n'y arrive pas. Nils Politt qui explose. Pedersen, ça part sans lui, il ne gagnera pas. Van Aert non plus ne gagnera pas. Incroyable. Il ne reste plus que Van der Poel. Parmi les gros favoris, 6 hommes pour un vainqueur du Tour des Flandres. Là, je vous avoue, j'ai le palpitant à 2000 au moment où je joue ça. Van Aert qui se lance dans une folle remontée après sa crevaison, mais il reviendra pas. Il reviendra pas. On revient pas de là, c'est impossible. Surtout avec Kung qui roule, avec Moric, avec Van der Poel, avec Filippo Ganna. Ne l'oublions pas, l'Italien. 4 km, vous voyez, j'ai du mal à récupérer de la barre jaune et de la barre rouge aussi assez péniblement. On est calé, mais est-ce qu'on ose faire quelque chose? Là, c'est assez stressant en vérité. C'est assez stressant. Allez, tant pis, je me décide à tenter quelque chose avec peut-être Eenkhoorn pour mettre le feu aux poudres, obliger les autres à déclencher et jouer sur la barre restante de Vermeersch. Allez, allez mon grand, allez Florian. Battu. Victoire pour Filippo Ganna, l'Italien qui vient comme ça gagner le Tour des Flandres. Waouh. Mais je trouve pas ça si délirant. Ganna, peut-être plus sur Paris-Roubaix, quelque part. Je sais pas ce que vous en dites, mais Ganna, il a eu une évolution dans son style. Pour ça qu'il est un peu moins fort en contre-la-montre et qui se fait régulièrement battre maintenant par 3 ou 4 coureurs, y compris sur du plat. Mais oui, il y a eu une évolution de style de coureur chez Filippo Ganna. Je suis pas révolté par cette victoire, je la trouve plutôt intéressante. Puis nous, évidemment, on peut être amer de faire deuxième, mais en même temps, deuxième devant tous ces gens-là, c'est excellent. Donc je mine de rien, assez content de cette deuxième place. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est d'observer parfois sur quoi les choses se nouent, parfois sur quoi les choses se décident. En fait, c'est au moment où Vermeersch attaque dans la deuxième partie du Paterberg que derrière, ça a eu du mal à suivre. Et derrière, comme les autres relances, Ganna notamment, Ganna a produit une énorme accélération, et bien en fait, Pedersen s'est retrouvé un petit peu tout seul à devoir rouler pour revenir, et je crois qu'il avait déjà pas mal donné. Et
ça paraît incroyable, hein, le fait que Mats Pedersen se fasse décramponner par ce groupe-là. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, voilà. Et après, les traditionnelles attaques, contre-attaques, moi, j'avoue, c'est pas très courageux, mais oui, je suis obligé de prendre les roues ici. Je ne suis pas le plus fort, en fait. Hein. Donc, obligation de prendre les roues, et ensuite d'essayer de se débrouiller. Vermeersch aurait pu taper Ganna. Hein. Est-ce que finalement, je déclenche pas un tout petit peu trop tard? Vous voyez la barre jaune qui reste en haut à gauche? Voilà. Pour moi, c'est là, et surtout la rouge. Hein. Il y avait un tout brin de petite barre rouge. Après, les malheurs de Wout van Aert. Alors, Wout, vous voyez, il n'était pas très bien positionné à la base, mais surtout, il crève à cet endroit-là. Donc, le fait de crever ici, c'est mort. Mort de chez mort. Et derrière, vous voyez, il y a toutes les peines du monde à reprendre, je dirais, un rythme. Alors même s'il va y avoir quelques équipiers qui vont l'attendre, il va ensuite entamer une remontée complètement dingue, digne du coureur qu'il est, quoi. Pour autant, il n'ira pas chercher mieux qu'une 9e place. Alors voilà, s'il m'était arrivé ce qui lui est arrivé, là, je vous avoue que je l'aurais mauvaise. Je m'estimerais très très malchanceux. Et d'ailleurs, j'aurais été strictement incapable de faire ce qu'il fait là, cette remontée totalement folle avec mes coureurs. Hein. C'était impossible, juste impossible. Wout van Aert qui terminera même devant Pedersen. Hein. Je crois que Narvaez finira par le taper, mais Van Aert qui donne tout et qui terminera en défaillance. Hein. Stuyven aussi va le dépasser sur la toute fin. Stuyven, Narvaez, quand même des clients. Hein. Et là, il reste plus rien à Wout. Voilà, il peut plus sprinter. Et Pedersen ne sera même pas dans le top 10. Donc c'est étrange la manière dont deux des immenses favoris terminent vraiment difficilement. Et même Mathieu Van Der Poel, qui était l'autre favori, termine seulement 4e. Je pense que tout le monde a roulé un peu contre Van Der Poel hein, à un moment donné. Voilà. À noter, Florian Vermeersch, regardez-moi ça, 4e sur le 3, 3e à Gand-Wevelgem, 3e sur à travers la Flandre, 2e au Tour des Flandres. Quelle sera la prochaine? On n'en sait rien, on le verra à la fin de l'épisode. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va se dérouler avant Paris-Roubaix et avant même le Tour du Pays Basque, c'est qu'on est le 31 mars. Le jeu, à chaque fois qu'il franchit le passage vers un nouveau mois, 31 mars vers 1er avril en l'occurrence, va dans cette période-là ici vous rajouter des possibilités de sponsoring. En l'occurrence ici, Lotto Belkin 7-Eleven, qui va être très orienté autour des États-Unis quand même, hein, le complément. Hein. Alors des Belges, on en a 1000, mais des Américains, il va falloir en trouver. Alors dans l'absolu, Kuss, Magnus Sheffield, Brendan McNulty, Matteo Jorgensen, il y a des super bons coureurs. Mais par contre, ils sont tous sous contrat. Le problème, c'est que Lawson Craddock a 32 ans, ou Sean Quinn. Ouais, d'accord. Mais c'est un peu léger, non? Pour dire qu'on va faire une équipe orientée autour de la Belgique et des États-Unis. Du coup, je suis pas super chaud. Et c'est ça qui va me faire réfuter ce sponsoring. Parce que y a pas de possibilité. Ah, s'il y avait Matteo Jorgensen, en revanche, ce serait pas la même histoire. Hein. Je vous assure. Jorgensen, je signe des deux mains. Mais là, non, pas le cas. Après, pour ce qui est du côté italien, non. Italien, c'est Vespa, c'est... Astana va jouer avec un sponsor italien. Je vais pas vous proposer que des coureurs italiens. On va pas faire de doublons. Donc, allez, je réfute cette piste. On passe à une piste belgo-australo-néo-zélandaise. Ça, à la limite,
ça peut trouver du sens, même historiquement, pour cette équipe anciennement Lotto Soudal. Ça peut avoir du sens d'aller du côté de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande pour chercher les coureurs. Ben O'Connor, je suis pas un énorme fan. Caden Groves, il faut quand même admettre qu'on n'a pas trop besoin de lui. J'ai mis que les mecs en fin de contrat, là, d'accord ? Mecs qui sont disponibles en 2025. Chris Harper, ouais, pas mal, Chris Harper, à la limite. Vous voyez, il n'y a pas une évidence réellement qui s'impose à nous du côté des Australiens. Je trouve, en tout cas, vous me donnerez vos avis, mais je vois pas d'évidence. Bon, en revanche, côté néo-zélandais, là, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Le petit Fisher Black, il est très très intéressant. Très très bon coureur, Fisher Black. Et puis, sinon, du côté de la Groupama FDJ, évidemment, on a aussi un immense candidat qui pourrait venir booster l'équipe sur les pavés. Vous m'avez compris, j'ai nommé Lawrence Petty. Après, est-ce que Petty, en plus il lui reste de la marge de progression à Petty, regardez les polygones, il reste un tout petit peu en pavé, en baroudeur, il n'a pas atteint du tout son maximum, hein. Donc ça c'est un énorme candidat, mais en même temps, ne viendrait-il pas marcher un peu sur les plates-bandes de nos coureurs, hein, tout simplement, hein. On a pléthore de très très bons coureurs. Il y aurait Corbin, qui est pas inintéressant non plus. Bon, Dion Smith peut-être un peu moins. Bon, il n'y a pas d'évidence non plus, à part Fisher Black, effectivement, et Lawrence Petty, qui sont énormes. Mais voilà pour la raison pour laquelle je vais pas aller non plus trop loin sur cette piste-là. Et donc finalement, on revient sur le sponsor qui était déjà là, quoi. La proposition Lotto Zigo, avec Pays-Bas. Pays-Bas, oui, c'est très intéressant, Pays-Bas. En tout cas, si on n'a pas mieux. Pays-Bas est un peu suisse. On pourrait même aller prendre un Suisse, si on voulait. Il y a Bisseger et Mark Hirschi, pour ne citer que les noms les plus connus. Mais sinon, moi, je vois quelqu'un qui pourrait nous apporter quelque chose, outre la reconduction du contrat de Pascal Encorn, bien évidemment, ou de celui de le recrutement de Tennyson en tant que vétéran, capitaine de route, c'est Timon Arensman. Voilà. Timon Arensman, ah là, déjà, ça peut donner envie. Ça peut donner envie, parce que là, on peut être compétitif sur un grand tour. Voilà, donc, à voir un petit peu. On verra tout ça. Ça va évoluer. Et d'abord, Pays Basque. Le Tour du Pays Basque se court sur un profil 2024. Vous allez le reconnaître, pour ceux qui avaient suivi à l'époque la victoire finale de Juan Ayuso, puis surtout la chute collective assez marquante pour le reste de la saison. Ici, on commence par un petit contre-la-montre de type prologue, on va dire 10 km, avec une bosse tout de même, et d'énormes favoris qui sont Remco, Vingegaard, etc. Nous, on n'a pas beaucoup de chance, on commence avec Van Aert. Ça veut dire que j'ai même pas eu le loisir de comprendre avec un équipier ce prologue et de peut-être d'optimiser ma stratégie. Néanmoins, on comprend vite, on connaît les prologues sur PCM et on sait que peut-être il faut faire un effort maximal dans cette bosse, voilà, qui permet de passer à l'intermédiaire 1. Bon, il faut pas se fier au temps intermédiaire. Il y a Pipo et Bimbo qui sont passés devant Van Aert, donc ça veut rien dire du tout. En revanche, vous voyez, dès qu'on est au-dessus de 4% négatif en descente, on ne consomme pas à la barre rouge. Parce que, on est bien d'accord, le fondamental sur ce type de prologue, c'est effort de base à 85, tout ce qui est au-dessus consomme la barre rouge. Vous n'aurez jamais de problème de barre jaune sur un prologue.
Et donc après, il faut trouver votre ajustement. Est-ce que vous montez à 86 ou 87, 88 par endroit, etc. etc. Les équipiers la jouent pépère, hein, donc que ce soit Van de Par, Tamigno ou Slock. Par contre, avec Alex Gart, on a une petite ambition. Petite ambition de figurer correctement. Alex Gart, c'est un jeune coureur qui est assez spécialisé dans le contre-la-montre et pour lequel on a récemment acheté le matériel dans les infrastructures. Non, mais surtout, il a encore du potentiel à développer et il est hyper intéressant. Ça, c'est un très très joli profil pour les années à venir, pardon. Donc, ok. Après, Andreas Krohn. Andreas Krohn, c'est l'équipier modèle sur ce Tour du Pays Basque. Il n'a pas fait le contre-la-montre, le prologue à fond. En revanche, Maxime Van Heels va le faire à fond. Et avec le petit bonus du jour, il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose en termes de positionnement au classement général. Allez, Van Heels qui accélère dans la bosse, 88 d'effort. Simplement, ce que j'ai compris, c'est qu'après, on pouvait bouffer de la barre plus tôt, terminer, vous voyez, à l'intermédiaire avec très peu de barres rouges, sachant qu'après, il y allait avoir, à partir de maintenant, une zone où on ne consomme rien. Donc je vais pouvoir, vous voyez, récupérer mon petit delta entre barres rouges et kilomètres restants, voilà, pour essayer de gérer jusqu'au bout. Et en fait, il ne faut pas terminer sans barre rouge. Voilà, c'est ça le truc. 24 secondes de Issaguirre, ouais, ça va. Chelmose qui vient faire un peu un meilleur temps. Carapace, mine de rien, en forme. L'équatorien qui vient faire un temps encore meilleur. Roglic, yes, un plutôt bon temps également pour lui. Allez, Evenepoel, on t'attend là. Bravo, meilleur temps pour Remco. Génial. Avec son joli maillot de champion du monde. Et là, je l'ai un peu raté, mais furtivement, Vingegaard qui vient coiffer Remco au poteau. Ce tour du Pays Basque commence sous les meilleurs auspices, avec Ayuso placé également, au terme d'un prologue qui aura tenu ses promesses. Et nous, on est, entre guillemets, seulement qu'à 32 secondes avec Van Heels, quarantaine avec Van Aertveld. Ok, ça va. Il n'y a rien de dramatique. Alors, vous l'avez vu, j'ai emmené sur ce tour du Pays Basque, un peu comme en Catalogne, hein, j'ai choisi d'emmener Jarn Van de Par, sprinter, et Lionel Tamigno, sprinter également. J'ai choisi de faire ça parce que j'avais regardé un petit peu les profils et puis j'avais vu qu'il y avait notamment cette étape, seulement d'ailleurs, cette étape 2 qui pouvait franchement être pour un sprinter. Le jeu traditionnellement n'emmène pas de très bons sprinters. Avant, il y a quelques années, il le faisait, hein, sur PCM. Vous aviez du Michael Matthews, vous aviez plusieurs types qui étaient censés gagner ce type de sprint-là. Mais ça n'est pas le cas cette année. C'est-à-dire qu'en gros, derrière Tamigno et Van de Par, les deux favoris, en gros, enfin le favori c'est Roglic, quoi. C'est pour vous dire un peu la zone de confort dans laquelle on est. Et donc, je vais emmener avec Krohn, puis Van Heels, qui va être chargé de déposer Tamigno, lequel sprintera pour Van de Par. Alors, je vous prie de m'excuser, hein, toutes mes condoléances aux esthètes du jeu, et toutes mes excuses pour ce triplé. Comme je joue sans faire pause, je n'ai pas eu le temps de recaler les mecs dans des roues, ce qui aurait fait quelque chose de plus propre avec une simple victoire de Van de Par. Il aurait fallu, vous voyez, à 500 mètres de l'arrivée, hop, tu recales Van Aertveld dans la route Vingegaard, tu mets, je sais pas, Tamigno dans la route Bilbao ou Aranburu, et basta. Et du coup, ton triplé, tu l'as pas.
Mais moi, je me refuse à faire pause, vous le savez. Donc, voilà, tant pis, c'est comme ça. Absolument désolé encore une fois. Pour la beauté du geste, c'est moche, en vérité. Hein, il faut se le dire. Allez, on rentre un petit peu dans des étapes plus difficiles ici, qui vont être la 3 et la 4. Vous voyez, le pic arrive bientôt, hein, on l'aura très très facilement sur l'Amstel Gold Race. Étape sur laquelle le puncher Van Heels se retrouve quand même parmi les tout premiers noms lorsqu'il s'agit de citer des favoris. Et puis, on a aussi un léger problème, c'est la... Alors, ce n'est pas une blessure en tant que telle pour Van Eetvelt, c'est surtout une baisse d'énergie. Baisse d'énergie de Van Eetvelt. Attention, des fois, ce truc-là, ça se transforme dans le jeu en virus. Donc, je vais essayer d'en faire le moins possible, tout en restant placé si possible. Compliqué, hein. Et on verra si dans les prochains jours la situation s'aggrave ou s'améliore. Mais je n'exclus pas de le faire abandonner, hein, au pire des cas. Au pire des cas, Van Eetvelt abandon, il n'y a aucun problème. Hein. Je veux surtout pas briser ses chances pour les 3 classiques ardennaises qu'on va avoir dans très très peu de temps. Alors, vous voyez, on passe les GPM sans problème. On s'occupe de ravitailler de manière raisonnable. En fait, cette course n'est pas stressante. Simplement, il va falloir être vigilant dans la dernière difficulté du jour. Dernière difficulté dans laquelle je m'attends à certaines attaques. Peut-être juste avant le sommet, ou peut-être avant. On verra. Vous voyez déjà Roglic qui se positionne à l'avant, Vingegaard qui ne le lâche pas, et la Quick-Step qui accélère pour le compte de Remco, on s'en doute, hein, a priori. On a également la présence de Mikel Landa, qui attaque d'ailleurs, à un moment donné, et nous on se contente, je vous dirais, d'être placé à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que j'ai une grande confiance. Vous voyez, ils sont partis avec Carapace, hein, également, Evenepoel, hein. C'est parti, attention, c'est parti sans nous. J'ai une grande confiance en mes équipiers, tout simplement. Alex Segart va être capable de rouler comme ça. Il reste 17 bornes avant l'arrivée. Donc, Segart va être capable de rouler. Et au pire du pire, on demandera à Andreas Kron d'effectuer un effort pour essayer de se replacer. Donc, on ne panique pas. Ce n'est pas comme si l'arrivée avait été au sommet. Auquel cas, on aurait été assez irrémédiablement battu. Peut-être qu'on aurait joué différemment. Allez, attaque encore de certains qui se positionnent à l'avant. Mais on arrive à revenir. Bravo. Très très joli travail d'équipe. Segart qui permet de nous placer. Et là maintenant, il va y avoir encore des velléités. Tesfazion. On a également une attaque à venir de Adam Yates, je crois. On va vérifier tout ça. Mais vous voyez, Segart est en contrôle. Après, on va passer à Andreas Kron, hein, bien sûr. Kron, assez polyvalent finalement, et ultra précieux. Vous voyez, j'ai calé Van Eetvelt dans la roue de Remco pour qu'il fournisse moins d'efforts. Regardez irrémédiablement ce qui se passe. Il y a une mini cassure. Adam Yates est sorti, comme je vous le disais. Il y a un équipier de Roglic qui essaye de rentrer. Mais c'est dur, hein. Adam Yates tient bien le coup, hein. Il est peut-être parti pour gagner si on ne fait pas l'effort. Vlasov ne suffira pas à faire rentrer le groupe. En revanche, Kron a encore de la force et on s'accroche à Roglic, regardez. On s'accroche à Roglic in extremis. Roglic qui va sprinter. Tout le punch de Primož Roglic. Et ouais, mais voilà, en fait, on a été hyper opportuniste sur ce coup-là. Et on va chercher la victoire grâce à l'aspiration de Primož Roglic dans le dernier kilomètre. Et moi, je l'aime bien, cette victoire. Je l'aime bien. Autant je déteste un peu la précédente, à l'étape 2. Autant celle-là, je la trouve assez agréable parce que elle correspond à quelque chose qui s'est bien enclenché pour nous, hein. Il y a eu alignement des planètes. Alors, Van Heels effectue un léger rapproché, hein, au général, hein. Il revient à 22 secondes. Mais surtout, Vingegaard reste en tête devant
Evenepoel. On voit qu'Ayuso est passé 3e, Izagirre a disparu du top 10. Aïe aïe aïe, il est encore en méforme au moment d'aborder l'étape 4. C'est normal, hein, ça dure plusieurs jours. Lennart Van Eetvelt. Et on retrouve un profil finalement assez ressemblant sur l'étape 4 par rapport à l'étape 3. C'est-à-dire qu'il y aura de nouveau une espèce de plateau derrière une ascension qui cette fois-ci sera plus difficile. On notera aussi que le plateau est beaucoup plus court. Je crois qu'il y a environ 9 km entre le GPM, le dernier GPM du jour et l'arrivée. Donc vigilance, mais encore une fois, peut-être essayer de prendre les bonnes roues, ou alors tenter quelque chose pour, qui sait, aller lever les bras. Donc vous voyez, j'accélère moi, souvent, je fais du x8 à plein de moments. Par contre, l'endroit où je fais jamais du x8, ou très rarement, c'est dans les descentes. Dans les descentes, je retire les protections pour éviter les chutes, et j'ai aussi remarqué que j'avais plus de chutes quand je suis en x8 que quand je suis en x1. Bon, alors là, ce que je dis là, c'est n'importe quoi, hein, c'est du doigt mouillé, hein, mais bon, c'est ma petite croyance, hein, comme dirait l'autre. Il faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Donc, je continue un petit peu. Voilà, on va se positionner, hein, très simplement. Et beaucoup de choses vont se jouer maintenant. Maintenant, on voit que Vlasov allume une première mèche. On est encore assez loin du sommet, hein, 5 km. Derrière, forcément, il y a beaucoup d'équipiers, donc ça roule. Aucune chance d'aboutir à ce stade-là. La règle est toujours la même, hein. Tant que tu as beaucoup d'équipiers, l'attaque a très peu de chances de fonctionner. S'il n'y a que des leaders, sur un malentendu, ça peut passer. Là, c'est Mikel Landa qui également... on ne sait pas si c'est une attaque ou une énorme accélération. Non, c'est quand même une petite attaque. Mais moi, je laisse d'autres réagir, vous voyez. Il ne faut pas y aller solo, surtout quand il reste autant de kilomètres. Surtout pas y aller seul. Voilà, il y a d'autres gens qui vont vouloir boucher le trou. Et puis nous, après, on va pouvoir essayer de rouler. Alors, là encore, même stratégie. Si on voit que Segart est capable, alors il ira. Si on voit qu'il n'est pas capable, on demandera à Andreas Kron. On essaye d'économiser un petit peu Van Eetvelt, dans le sens où je ne veux pas lui demander un effort trop important. On demandera peut-être de prendre une roue à la toute fin, mais c'est tout. Et par contre, avec Van Heels, on peut se permettre d'essayer de reprendre le groupe Roglic. Allez, organisation collective ici, avec donc Van Eetvelt calé dans la roue, Segart qui peut-être nous aider. Voilà, ici, je suis un peu débordé. Regardez, on est déjà très proche de l'arrivée. C'est sorti avec Kron. C'est sorti avec Landa qui a du mal à être repris. On a également Adam Yates et Schjelmose, mais étant si proche de l'arrivée, opportunisme encore une fois, Kron va mettre sur orbite Maxime Van Heels, qui va s'imposer devant Schjelmose. Kron vient prendre une place d'honneur, Landa, Van Eetvelt, et derrière c'est Aranburu et Bilbao qui coupent la ligne en premier. Exit les leaders charismatiques, Vingegaard, Roglic ou Evenepoel, encore une fois sur cette étape. Et si vous avez bien compté, on sait compter, les 13 secondes qu'on voit ici, qui ont été décomptées en tant que cassure, devraient déboucher sur la prise du maillot de leader pour Maxime. Waouh, c'est inattendu, mais par contre, je peux vous promettre un truc, c'est qu'on va s'y accrocher à notre maillot. Parce que il arrive un peu comme un cadeau. Je vais pas le laisser repartir facilement. Il va falloir vraiment nous mettre à l'amende sur l'étape 5 ou 6 pour le lâcher. L'étape 5 n'est pas celle sur laquelle on a le plus de crainte. Une échappée se développe et en vérité, elle est très peuplée, mais de coureurs, d'équipes, majoritairement en tout cas, d'équipes, on va dire invitées, hein, d'équipes
plutôt plus faible, je décide quand même de maintenir un petit tempo au cas où, même si à la limite, moi, la victoire d'une échappée, ça me va, hein, du moment qu'on perd pas de temps sur Vingord ou chez Elmose, par exemple, voire Evenepoel. Bon, je demande quand même à un moment donné à Segart de venir aider Van de Paar à contrôler, mais sans non plus vraiment qu'on puisse dire que ce soit épuisant, surtout que d'autres équipes prennent aussitôt le premier quart de course passé, prennent le relais et nous permettent de nous calmer et de rester dans les roues pour pouvoir travailler peut-être un petit peu plus tard, ou alors rester sur notre travail de protection. Et là, vous voyez, dans cette première difficulté du jour, eh bien, on assiste quand même à quelque chose qui me plaît, même si ça nous fait très très mal, c'est à l'élimination par durcissement de la course d'un certain nombre d'équipiers. Ainsi, Taminio passe par la fenêtre, Slock également, et Van de Paar, on peut penser que c'est aussi le cas à court terme. Donc voilà, ça sort. Et ben écoutez, ça me fait plutôt plaisir, au nom d'un certain, on va dire, réalisme, qu'on se fasse bousculer. J'aime l'idée qu'au moment où Van Hills récupère le maillot, d'autres équipes s'excitent et viennent comme ça nous faire très très mal. Alors peut-être que mon analyse finalement est tronquée parce que c'est juste un concours de circonstances, j'ai juste eu certaines équipes qui ont roulé, elles savent pas vraiment pourquoi, c'est une hypothèse, mais en tout cas j'aime à penser que ça a été plutôt l'objectif de nous sortir des équipiers. Du coup on n'est plus que 4 pour aborder le final qui par contre est assez accessible pour un puncher, mais un puncher à 0. Vous voyez, je joue un peu avec l'effort pour me laisser rétrograder par moment. Là maintenant par contre on a monté le curseur, mais j'étais sur du 74 max pendant un bon moment, et là effectivement on monte l'intensité, on joue un peu avec, histoire de pouvoir gérer un peu mieux, parce qu'à la limite qu'on soit en 15e ou en 3e position, ça change que dalle pour à ce stade, disons là sur le plat. Après par contre, ce qu'il va falloir, c'est se positionner astucieusement en vue de la dernière difficulté du jour, du dernier petit enchaînement. Et là vous voyez que une fois les échappés repris, ça s'était calmé assez immédiatement, mais certains favoris commencent à sortir. Carapace, alors Vlasov c'est plutôt pour le compte de Primož Roglič. Par contre Vingord fait partie du lot. Bon, il s'est très très rapidement relevé, malheureusement je dirais pour l'intérêt de la course. Après Vingord sur les vallons, je le crains pas. Vraiment aucun problème avec Vingord. Le seul problème avec lui, c'est si on est en haute montagne, avec donc des ascensions très très longues, mais ici le seul travail de Krohn, une fois que Segart a terminé de protéger, le seul travail de Krohn devrait nous permettre de récupérer les 4 hommes à l'avant, puis en plus, le travail conjoint des Evenepoel, équipiers et consorts devrait également nous y aider. Allez, on va maintenant intensifier les efforts. Vous voyez, 92 curseur qui montera sûrement quelques secondes plus tard à 95. Pourquoi ? Parce qu'en fait le sprint est très très proche. Il sera très très proche derrière la descente. On passe juste dans un tunnel ici, ça accélère, mais tout est en place pour que Maxime Van Hills puisse aller peut-être glaner une bonif ou en tout cas empêcher Vingord de gagner, parce qu'au sprint je suis assez confiant. J'ai calé Van Aertvelt dans la roue de Ayuso. Allez, ça sprint, c'est parti. Voilà, alors celle-là est un petit peu plus nette. On gagne devant Bilbao et Kevin Vauquelin, magnifique. Aranburu toujours placé, et Roglič à la rue, de même que Evenepoel. J'ai fait pause au montage pour pouvoir insister sur ces 2 points. Roglič et Evenepoel ont sûrement perdu le Tour du Pays Basque sur cette 5e étape. Alors j'ai effectué une petite vague
mais normalement, ça n'a pas trop gêné les concurrents. Ouf, on ne risque pas le déclassement. Van Hiels s'impose une nouvelle fois. Tour du Pays Basque, en fait, qui est taillé sur mesure pour Maxime Van Hiels. Et consolidation du maillot de leader avec maintenant 13 secondes sur Vingegaard et 19 sur l'autre Danois brillant que j'adore, Hjelmose. Et là, étape 6. Alors là, par contre, c'est plus le même champ de jeu sur l'étape 6. Je m'attends à souffrir car il y a 1, 2, 3, celle-là est terrible. 4, 5, terrible aussi. Et par contre une 6e un petit peu plus light, à part au début. Difficulté, ce jour-là. Et donc je voudrais que l'IA me bouscule. Il y a 13 secondes à récupérer. Honnêtement, chacun d'entre nous, nous tous, les joueurs, vous nous donnez la Visma Lease a Bike, même en mode extrême. Et on a Vingegaard et cette équipe-là et cette situation-là à rattraper. Je pense que les 13 secondes, on les reprend à Van Hiels sur cette 6e étape du Tour du Pays Basque 2024. Alors on va voir ce qui est fait par le jeu. Les 2 premières difficultés n'ont pas donné lieu à la moindre élimination. Et à ma grande surprise, aucun Visma Lease a Bike ne fait vraiment l'effort dans la 3e difficulté du jour. Ce qui fait que on va se retrouver bientôt au sommet de cette terrible ascension a priori sur le papier, avec en fait seul Tamigno qui a sauté, effectué son travail de protecteur, et puis là il va se relever, il ira à l'arrivée pépère, mais c'est pas normal. Moi là je dis déjà, avoir encore 6 coureurs, et encore même on a récupéré Tamigno, mais bon c'est pour pas longtemps, avoir autant d'équipiers présents à ce moment-là, c'est déjà que l'IA n'a pas fait son boulot. Et il va en être, hélas, de même dans la difficulté moins élevée suivante, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que 2 zones pour pouvoir nous mettre en danger. Je me demande toujours à quel moment ça va arriver. Là c'est pareil, attaque de Mikel Landa, mais il est inoffensif, il a environ 1 minute 30 de retard au général, donc jamais il gagnera avec 1 minute 20 minimum d'avance une étape comme celle-ci. Ça va rouler derrière, trop de concurrence. Et c'est ainsi qu'on aborde finalement l'avant-dernière descente du jour, avec encore plusieurs hommes, même Liam Slock est là, ce qui est assez rigolo. On récupérera sûrement un peu des forces pour Segart, à qui d'ailleurs on va demander de rouler ici, dans la descente. Van Hiels, il est pépère. Je suis désolé pour le plus 3, j'ai pas fait exprès. Vous verrez qu'il en a pas besoin. Il a pas besoin, même à 0, ça passe aussi. Et comme dans les étapes précédentes d'ailleurs. La forme du jour, c'est un sujet sur lequel je promets de parler très très rapidement. Et les choix qui sont faits à ce niveau-là. De même que les questions de niveau de difficulté, je vais revenir dessus très très rapidement en vidéo. Peut-être pas dans celle-là, parce que elle est déjà trop copieuse en termes de temps, à cause du Paris-Roubaix qu'il va y avoir pour conclure la vidéo. Mais je vous promets de revenir sur le sujet de manière honnête. Voilà. Vous voyez qu'on a, là encore, fait face à aucune difficulté particulière dans cette dernière difficulté du jour, et qu'on se retrouve finalement avec une situation où ça va se jouer au sprint entre une vingtaine de coureurs. Je choisis alors mes roues. Je mets Van Hiels dans les roues de Hjelmose, Krohn dans celle d'Evenepoel et Van Eetvelt dans celle de Roglic. Voilà, c'est un choix. Et j'ai fait exprès de ne pas mettre Van Hiels dans les roues de Roglic parce que je pressentais que le bougre allait sprinter, peut-être gagner, et je voulais donner une chance
à Van Eetveld, je crois qu'on a suffisamment gagné hein, sur ce Tour du Pays Basque, tout ira bien. On peut se permettre de faire 2 sur la 6e étape et d'être finalement en contrôle du classement général. Vingegaard n'allait pas gagner ce sprint massif. Il n'y avait aucune chance pour que ce soit le cas. Et donc, victoire de Primož Roglič pour la 6e étape du Tour du Pays Basque. Ce qui va venir comme ça, et nous on est bien placés, ça va, on était en gestion. Et bien voilà, qui conclut cette épreuve de 6 jours avec une victoire inattendue pour Maxime Van Gils. Je suis honnête, je ne m'attendais pas à cela du tout. Jolie 3e place donc de Sjelmose. Ensuite, Gall qui prend le classement de la montagne. Van Gils par voie de conséquence avec victoire et place qui prend le classement par points. Et là aussi c'est une conséquence du général, le classement du meilleur jeune. Voilà. Donc ce Tour du Pays Basque étant terminé, vous voyez, observons ici que 4 des hommes que je vous ai présentés ici, Søgaard, Van de Par, Tamino, Slok, seront parmi les 8 sur le Giro. Mais j'ai choisi une préparation scindée en 2 groupes. Ça marche aussi. Et puis peu de stages également pour cette fois. Place à Paris-Roubaix. On l'attend. Paris-Roubaix avec plus ou moins les mêmes protagonistes que ce qu'on a déjà pu avoir sur les autres classiques flandriennes. Peut-être un détail près, Cédric Bellens, meilleur rouleur que Lievins. Donc voilà, c'est à peu près la seule modification. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a plus ou moins perdu nos pics. Je dis plus ou moins parce que quand même encore ça va y subsister un +2 prévisionnel. Donc ça va, on s'en sort pas si mal avec Dely à +3, c'est assez chanceux. Vermeersch à +2. Et puis en face, donc, tout le monde est là, plus ou moins. L'échappée a du mal à se constituer. Et elle se constituera un petit peu plus tard, au bout d'une 50aine de kilomètres. On a toujours les mêmes en face. Van Aert, Van der Poel, Pedersen. Voilà les clients auxquels on peut ajouter désormais Ganna, puisqu'on a vu qu'il pouvait gagner sur pavé un monument. Et Stefan Kung, quand même, qu'on va pas oublier. Attention à Narvaez. Attention à Mohoric. Attention quand même à Stuyven sur un malentendu. On sait jamais, des fois que ça fit pour le Belge. Donc voilà à peu près, on fait le tour rapidement des protagonistes. Van Baarle semble au service de Van Aert. Donc a priori, il ne jouera pas sa chance. Et voilà, déjà la trouée d'Arambert passée. La mise en place donc était assez calme. On a eu plutôt 150 premiers kilomètres, voire un peu plus, très calme, sans crevaison ou chute notoire. Et puis, bientôt là, à 80 et quelques kilomètres de l'arrivée, on rentre dans le dur. Et vous allez voir que ça peut attaquer de loin. Et ça, c'est ce qu'on aime voir également. C'est une course qui se décante de loin. Alors, pour ma part, je joue quand même une forme de prudence, dans le sens où je suis conscient des notes de mes coureurs. Vous voyez, plaine 79, pavé 80 pour Vermeersch ce jour-là. Bon, il faut savoir que Van der Poel ou Van Aert, par exemple, sont à 82. Donc, faut rester calme. Pedersen l'a compris. Il tente un truc. Pourquoi pas. Pedersen suivi par Van Baarle, ce qui fait que du coup les Visma Leasebike lâchent le contrôle du peloton et laissent plutôt à Alpecin de Koenig le soin de la poursuite. Donc c'est parti d'un petit peu loin, tant mieux, on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, rapidement ils vont prendre 1 minute 30 à peu près, Pedersen et quelques-uns. Il y a un groupe aussi qui est sorti en contre-attaque. Désormais Ineos aussi partage le travail avec Alpecin de Koenig. Et nous, on tient plutôt le choc. Einkorn, doté d'une mauvaise forme du jour, a été utilisé en protecteur, de même que Bellens.
Et c'est dommage également, on a Victor Kampenarts qui est moyen, 1-0, donc ça va pouvoir jouer un rôle. Ceux qui étaient à +3, c'était pas la même histoire, hein. Donc assez tributaire de ces choses-là. Allez, 45 bornes de l'arrivée, on contrôle, tout se passe plus ou moins bien, j'ai pas besoin de me positionner trop à l'avant. En revanche, ça devrait bientôt s'exciter. J'ai remarqué que le jeu aime bien déjà lancer une première offensive avec quelques gros favoris, avant même les 2 secteurs pavés cruciaux auxquels on va assister dans un instant. Vous voyez, ça accélère. Alors moi, j'essaie de me positionner un petit peu à l'avant. Je me suis dit, sur ce coup-là, qu'il fallait essayer de maintenir une possibilité pour Dely, mais quand même ne pas brûler Vermeersch non plus. Donc ici, quand ça ressort avec Cortina notamment, on en a plusieurs, Mohoric, Pedersen, Van Der Poel, attention, c'est en train de partir légèrement sans nous. Je continue avec un effort curseur, hein, pour essayer de recoller. Les mecs remettent une mine. Et Ghana, cette fois-ci aussi, a fait partie de ceux qui sortent. Vous voyez, ça a attaqué avant même s'ils ont un Bourgel. Donc, on est quand même à 25 bornes de l'arrivée, hein. Et là, il y a quelques-uns qui ont pris un petit peu d'avance. Donc, je suis obligé de réagir légèrement avec Florian Vermeersch. Là, clairement, quand je fais ça, je joue un peu la carte Arnaud Dely. Forcément, on voit que Van Moer, doté d'une belle forme ce jour-là, agit en protection. Allez, bientôt on va arriver au stade fatidique des 18 km restants, ce qui nous offrira peut-être la possibilité de coller certaines roues et de surveiller certains coureurs. On va voir de quelle manière est-ce que tout ça est faisable. On rentre dans le dur qu'enfin en Pével. Voilà. Qu'enfin en Pével, déjà, il y a grosse accélération, durcissement. Bon, ça s'est regroupé, trentaine de coureurs. On sort du secteur. On va arriver évidemment au carrefour de l'Arbre, l'endroit plus ou moins décisif. Mathieu Van Der Poel mène pour épuiser tout le monde. Derrière, c'est sauf qui peut. Seuls quelques-uns arrivent à supporter le rythme du Hollandais. Toujours une vingtaine de coureurs maintenant. Et accélération terrible dans Gruson. En sortie, enchaînement, carrefour de l'Arbre, Gruson. Van Der Poel est sorti avec Kung et je ne sais plus, peut-être Narvaez, à voir. Mais je crois que c'est ce qui s'est produit. Aïe, 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 aïe. Là, on est vraiment dans le dur, hein. On est vraiment dans le dur. Je tente désespérément de résister dans la roue, mais c'est super compliqué. Je choisis Ghana pour Dely au cas où Ghana reviendrait. J'espère que Asgreen va faire du bon boulot. Et le seul qui a réussi à rentrer sur le trio à l'avant, c'est Stuyven, alors qu'on voit que Van Aert réagit. Peut-être lui pourrait nous tirer vers le groupe de 4, si ça se regarde un peu devant. Allez, il faut que ça s'entende mal. Et malheureusement, regardez, aïe aïe aïe, 6 bandes de l'arrivée, course perdue pour nous. Pour Van Aert aussi, vous me direz, pour Asgreen aussi. Et ça va se jouer à 4. Stuyven, Narvaez, Kung et Van Der Poel. Qui va l'emporter? Et nous, on ne concourt plus que pour une 5e place. Aïe aïe aïe, dernière accélération de Van Aert qui donne à peu près tout ce qu'il a. Je me dis qu'à ce stade-là, il faudrait peut-être essayer de sécuriser une 5e place qui serait pas honteuse. On voit qu'Asgreen est rentré. J'y vais à 99 en curseur, tant pis. Tant pis, puis on va voir ce qui se produit. Pendant ce temps, déjà le sprint. Très très confus à l'image. Victoire de Van Der Poel. Sprint très très confus à cause de... Vous savez, toujours la même chose, hein. Ceux qui ont un tour de retard, qui sont pile au passage de la ligne d'arrivée, au moment où ça arrive pour la gagne. Dommage toujours, hein, cet aspect-là.
Je l'ai pas souvent vu dans Paris-Roubaix, entre nous, IRL. Cette confusion-là, excusez-moi, mais c'est dans un jeu vidéo. Donc en fait, Van der Poel, c'est dur à établir sur le ralenti. Van der Poel s'est imposé de peu devant Narvaez, décidément très 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 fort. Et puis nous, on fait 5. Voilà. Donc là, j'ai une certaine amertume, non pas liée au résultat, qui n'est pas mauvais en tant que tel, mais liée au fait que je ne vois aucune possibilité d'amélioration de ce résultat, ni avec Dely, ni avec Vermeersch, s'il n'y a pas une petite évolution des notes. Vous voyez qu'il aura été 6 fois top 5, l'ami Vermeersch. Exceptionnelle régularité. Et voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Longue vidéo. J'espère que c'est pas trop long ce format-là. Bravo à Van der Poel qui conclut magnifiquement. Paris-Roubaix, il faudra attendre 1 an avant de revenir. Et dès l'épisode suivant, je vous proposerai la Flèche Brabançonne, suivi de l'Amstel, de la Flèche et de Liège. On reste sur des sentiers sympathiques, mais plus avec les mêmes coureurs. À plus. Bye bye.